Bonjour et bienvenue, nous sommes le 6 mai, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Retour de Boris Johnson face à l'opposition à la Chambre des communes. Premier face-à-face avec le nouveau patron des travaillistes, Keir Starmer, qui ne cesse de critiquer la lenteur de la réaction du gouvernement face à la pandémie. Le Premier ministre britannique sous pression, alors que le Royaume vient de dépasser l'Italie en termes de morts, plus de 32 000, c'est à présent le pays le plus touché en Europe, le deuxième dans le monde derrière les États-Unis. Jour de rentrée pour les lycéens de Wuhan, dans cette ville d'où l'épidémie serait partie, des tests dans les couloirs, des distances de sécurité dans les classes, de grands espaces dans les cours de récréation. Après 4 mois de vacances pour cause de Nouvel An chinois et de coronavirus, retour au lycée avec en point de mire le Gaokao, l'équivalent du bac. Il est maintenant clair que l'Union européenne est entrée dans la plus grande récession de son histoire. Bruxelles a dévoilé aujourd'hui l'ampleur chiffrée des conséquences économiques de la pandémie. Une chute record du PIB sur la zone euro. Les pays les plus touchés, la Grèce, l'Italie, la France s'en sortirait à peine mieux, l'Allemagne limiterait les dégâts. Tous les pays du monde sont donc touchés, même ceux que l'on place a priori dans la liste des plus privilégiés. En Suisse, les files d'attente de personnes en détresse s'allongent. La file s'étend sur plus d'1 kilomètre. 1500 personnes attendent déjà, alors que la distribution ne commencera que dans 1 heure. S'ils arrivent si tôt, c'est pour être sûr d'obtenir un sac. La semaine passée aussi, il y avait une distribution d'alimentation, mais pour nous, c'est fini. On était derrière, mais aujourd'hui, je suis venue un peu tôt, puisque peut-être on peut recevoir. Des personnes prêtes à patienter 3 heures pour obtenir un sac de produits de première nécessité. 1 kilo de pâtes, 2 kilos de riz, 1 bouteille d'huile, et puis après, des fois, on a des produits frais qu'on peut rajouter. Ça, c'est vraiment la base. Depuis plusieurs semaines, la caravane de solidarité prépare des sacs pour les plus démunis. Chaque fois, il y a plus de monde, une population très précaire, pour la plupart sans statut légal. Depuis le confinement, ils ne travaillent plus dans les ménages, dans les restaurants, dans l'hôtellerie, etc., etc. Ils ont tenu le coup quelques semaines, ils ont apporté de l'argent, et là, ils sont à bout. Et c'est pour ça qu'on a été d'accord de refaire ça, parce que vous pouvez parler avec les gens. Ils ne reçoivent pas d'indemnité, ils ne sont pas au chômage, ils n'en peuvent plus. Il y a des familles entières qui vivent de ce sac, et ce sac, il coûte 20 francs. La crise du Covid a mis en lumière toute cette frange de la population qui ne peut plus travailler et qui a peur de se rendre chez le médecin. Donc on ne va pas vous demander votre nom ni où vous habitez, c'est juste une enquête pour MSF et les HUG pour connaître en fait votre situation de santé. Du coup, aujourd'hui, MSF profite de l'occasion pour monitorer l'état de santé des personnes. On a l'habitude de faire ce genre de choses, mais on n'aurait jamais pu imaginer qu'on allait faire ça en Suisse, à Genève, juste à côté de chez nous. MSF a l'habitude de travailler sur des terrains de guerre. Aujourd'hui, la détresse est à nos portes, devant nous. Le Mexique a passé la barre des 2000 morts du coronavirus, mais les autorités elles-mêmes admettent que ce nombre est largement sous-évalué. La confusion règne devant de nombreux hôpitaux où les familles sont laissées dans le désarroi, sans information sur l'état de leurs proches. Ça s'est passé dans un hôpital au nord de Mexico le 1er mai. Des familles de victimes probables du Covid, à bout de nerfs, entrent de force dans le patio où s'accumulent les corps et ouvrent les sacs sans aucune protection. Désespérés après des jours d'attente sans nouvelles. Car au Mexique, l'information se donne au compte-gouttes, sur les trottoirs et souvent sans explication. Ce dimanche, mon mari est tombé et s'est fracturé la hanche. Maintenant, on vient me dire qu'il a le Covid. Ils l'ont transféré en soins intensifs, je ne pourrai plus le voir. Mais il n'avait aucun symptôme, on était seulement venus pour sa hanche. Des familles désorientées, des nouvelles parfois incompréhensibles. Devant cet hôpital du sud de la capitale, Véronica veille de loin sur sa sœur depuis 4 jours avec son beau-frère et son neveu. Si ce n'est pas le Covid qui la tue, ce sera l'angoisse de ne même pas savoir qu'on est ici pour elle. On voudrait juste avoir une preuve qu'elle est consciente, une photo, quelque chose. Mais on nous dit que ce n'est pas possible. Véronica elle-même est infirmière. Son dossier a été rejeté quand elle a voulu rejoindre les équipes dans la lutte contre le Covid. Trop âgée, lui a-t-on dit.
Une femme vient d'apprendre au travers de la grille que son mari est décédé. Ils m'ont laissé sans nouvelles de mon mari, c'est injuste. Ils les tuent là-dedans ou quoi? On est traités comme des animaux. Véronica ne la connaît pas, mais elle tente de trouver les mots. Quelques minutes plus tard, son beau-frère reçoit le rapport quotidien tant espéré. Ils disent qu'on doit apporter son acte de naissance, ses papiers, comme une manière déguisée de nous dire qu'elle est morte. Je ne sais pas comment elle va. On nous dit juste état grave, état grave. S'ils ne veulent pas qu'on en vienne à entrer de force, qu'ils nous disent quelque chose, quoi que ce soit. Comment font-ils? Aucune certitude non plus sur le diagnostic. Le personnel avance des raisons économiques pour ne pas appliquer les tests aux patients. Véronica et sa famille, une fois de plus, passeront la nuit devant cette grille. Comment se passe la vie à l'EHPAD de Mansle? Après avoir passé 3 semaines en confinement total avec leurs pensionnaires, les salariés de la résidence médicalisée ont repris un fonctionnement normal. C'est le feuilleton de TV5 Monde. Ils se sentent d'humeur plutôt badine. Vous êtes toujours un petit peu à la colle, toujours dans une chambre l'un près de l'autre. Je ne vois pas. Que voulez-vous? Des liens se tissent au foyer Bergeron. C'est jour férié, c'est apéro, un vrai apéro, hein, pas un apéro rigolo. L'apéro. Les résidents l'attendent toujours les yeux pétillants, petit moment de délice. Le directeur l'avait promis. Si aucun d'entre eux n'était malade, il trinquerait. À un moment, on a soupçonné le virus d'être entré à l'EHPAD. Fausse alerte, tout le monde va bien. Merci beaucoup. Voilà. Et à votre santé. À la vôtre. À la vôtre. Monsieur Croizard. Monsieur Croizard, lui, il a déjà laissé la porte ouverte pour être sûr de ne pas être oublié. Hein. Monsieur Croizard préfère les boissons anisées. C'est bon, dit-il, pour les intestins. On n'en a pas pris deux, j'en ai pris qu'un. À qui? À quoi Monsieur Croizard a-t-il levé son verre? Pour la première fois, il redoute la suite. Le déconfinement ne lui dit rien de bon. Dans mon fort intérieur, je pensais, pourvu que les choses s'arrangent, j'ai peur du déconfinement. J'ai peur que l'on fasse n'importe quoi. Sa famille lui manque, bien évidemment, mais il préfère qu'elle ne vienne pas maintenant. Il veut d'abord voir comment les gens et le virus vont se comporter après le 11 mai. Au foyer, les visites se font toujours à travers la grille, à 3 mètres de distance. Pour les résidents atteints de surdité, le directeur va installer un parloir avec plexiglas et enceinte. On nous dit il faut recevoir les familles, vous avez l'obligation de le faire, mais c'est sous votre responsabilité, et si jamais il y a un problème, c'est vous qui trinquerez. Donc on a besoin de mettre en place des dispositions qui fassent que, effectivement, les familles puissent rencontrer leurs parents, et ça me semble parfaitement légitime, mais on a aussi besoin de se protéger nous-mêmes. Et parfois, le bonheur ne tient qu'à un fil. On met notre casquette de soignant de côté et on met celle de couturière. Ce chandail plein de souvenirs, Élodie Marchadier l'a rendu comme neuf à sa propriétaire âgée de 103 ans. Elle voulait absolument recoudre son gilet qu'elle a tricoté elle-même, donc elle y tient son valeur sentimentale. Elle avait tout le matériel qu'il fallait dans la chambre, donc je me suis posée avec elle, on a discuté, on a raccommodé ensemble, quoi. Son petit garçon est passé dans le journal. Evan, 6 ans, est l'un des enfants qui dessine pour les papis et les mamies des maisons de retraite du coin. Je leur fais un joli dessin pour qu'ils soient plus tristes. Jour 44, aucun symptôme du Covid-19. Ainsi va la vie au foyer Bergeron. 1 300 000 personnes travaillent dans le milieu de l'art et de la culture en France, un milieu quasiment à l'arrêt actuellement. Emmanuel Macron a dévoilé ce mercredi des annonces d'aide qui étaient très attendues et mises sur la créativité du secteur. Comme on a eu peur, on est trop je trouve collectivement dans un débat qui oublie le bon sens et la créativité. Et le génie français, c'est le bon sens et la créativité. Et parmi les mesures phares prononcées, les droits des intermittents du spectacle seront prolongés jusqu'en août 2021. Des intermittents qui pourraient intervenir dans les écoles. On aura besoin d'eux sur les heures périscolaires, a précisé Emmanuel Macron. Des annonces pourtant accueillies avec prudence par les professionnels du secteur. C'est un début de bonne nouvelle. On aurait aimé aussi qu'ils nous annoncent une date éventuelle de reprise et des conditions de reprise. Qui nous parle aussi des producteurs indépendants, parce que pas de producteurs, pas de show, pas d'intermittence. Autre annonce, le soutien financier de l'État. Ça passe par exemple par la création d'un fonds d'indemnisation pour les séries ou les tournages annulés.
Les entreprises du secteur pourront également bénéficier d'un fonds de solidarité. Enfin, une confirmation, dès le 11 mai, la réouverture des librairies, des galeries d'art et des petits musées, si ces lieux respectent les normes de distanciation sociale. Pas d'annonce, en revanche, concernant les festivals. Un nouveau point sera fait fin mai et début juin pour voir comment les choses évoluent. Salut, je suis Terre-Neuve, donc je vous accueille ici dans mon petit studio. Je fais de la musique quasiment tous les jours. Je regarde pas mal de choses en ce moment. J'avoue que je suis assez sérivore ces derniers temps. Comme mon nom l'indique, Terre-Neuve, ça laisse penser quelque chose d'assez nordique. Alors même si je vais pas aller du côté du Canada cette fois-ci. Côté série, je vais plutôt du côté de la Scandinavie. J'aime beaucoup les polars scandinaves, donc j'en lis aussi pas mal des polars scandinaves. Et je poursuis le cheminement avec les séries. Une qui s'appelle Fallette. Là, c'est un flic anglais et une flic suédoise un peu rebelle qui se retrouve sur une enquête en Suède. Et en fait, voilà, je sais pas trop pourquoi ce qui les lie, mais on va finir par le savoir. Il faut faire de la musique aussi. Vous pouvez applaudir les infirmières et les personnels soignants tous les soirs vers 20h, c'est aussi une super idée. Et puis surtout, vous restez chez vous. Voilà. En attendant, je vais vous faire un petit morceau. Il s'appelle Comme avant. Il parle d'un monde qui change, donc je trouve qu'il est un peu de circonstance. Le réveil est brutal et nos aurores boréales à l'heure du Léviathan. Porte au ciel des météores, des averses universelles, de la grêle au levant. Plus divers élégants, et comme des poussières d'étoiles dispersées par le vent.